deuxième table ronde de cette matinée, quel levier pour les modes de transport logistique durables en milieu urbain? Donc là, nous allons revenir notamment sur le dernier kilomètre, mais pas que, dans un contexte où les zones à faible émission, vous le savez, se généralisent un peu partout en France. Nous allons voir quelles stratégies sont adoptées par les collectivités et les professionnels pour répondre ensemble, c'est mieux, vous allez le voir, aux nouveaux enjeux de la transition énergétique. Alors je invite tous les intervenants de la table ronde à me rejoindre. Emmanuel Raoult, Laurent Gastineau, Christophe Schmitt et Jean-André Lasserre. Venez vous installer. Là, vous avez de la place. Alors, Emmanuel Raoult, chargé de mission logistique urbaine et zone à faible émission à Montpellier, Méditerranée, Métropole. Vous êtes où? Oui, juste à côté de moi, très bien. Laurent Gastineau, directeur transport et emballage national ULOG. Christophe Schmitt, directeur des relations institutionnelles chez Effner, et Jean-André Lasserre, directeur du programme Interlude. Vous nous en direz un peu plus sur le rôle d'Interlude, votre mission, voilà, et comment vous voyez évoluer les choses. Alors on va commencer par les enjeux de la métropole de Montpellier. Emmanuel Raoult, expliquez-nous. Alors vous êtes chargé de la logistique urbaine et de la mise en place des zones à faible émission qui vont se développer progressivement. Oui, je vais enlever mon masque aussi. Quelles sont les avancées concrètes et l'ambition de la métropole? Alors là-dessus, la métropole a des objectifs, je dirais, avec différents acteurs, que ce soit en interne, donc le travail qu'on fait avec TAM, donc le transporteur public sur Montpellier, avec des objectifs de réduction donc des CO2, grâce à l'achat de véhicules GNV et l'adaptation des pratiques d'éco-conduite qu'on a évoquées déjà précédemment. Ça c'est, je dirais, en interne, avec aussi des évolutions avec le verdissement de la flotte pour les services et pour les bennes ordures ménagères. Donc il y a l'exemplarité de la métropole. Voilà, déjà. Il faut commencer par ça parce oui. qu'après c'est un peu difficile de dire aux autres ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a, je dirais, notre relation avec les acteurs privés. Donc là-dessus, on a inclus des clauses dans nos appels d'offres pour du transport durable. Donc ça, l'objectif, c'est pour nous, c'est que ce soit les prestataires aussi qui s'impliquent là-dessus. Et puis, dernière chose, essayer aussi de mettre en place des partenariats avec les entreprises privées, les grands comptes notamment, à travers la rédaction de chartes co-signées avec les grands comptes et la métropole. Voilà, et en particulier et la Poste. Voilà, donc on a des chartes qui ont été signées en 2016 et 2018 avec la Poste et Système U. On va revenir en détail un peu sur ces deux exemples. Alors, vous choisissez lequel pour commencer? On a la Poste, là, par exemple, qui est à... Oui, voilà. Donc la Poste, en fait, on a signé donc une charte avec eux et ça concerne notamment la mise en place en fait de locaux pour les vélos de distribution. Ça permet donc de recharger ces vélos et puis de les stocker. Et donc ces locaux sont situés dans des parcs relais tramway. Donc les conducteurs, les livreurs, en tout cas les postiers, viennent en tramway récupérer leurs vélos qui ont été chargés pendant la nuit et commencent ensuite leur distribution. Et donc ça fonctionne très bien, tout le monde est content? Oui. Bon. Pas de mauvais retour là-dessus. Pas de mauvais retour, ok. Donc ça c'est pour la Poste. Voilà, et d'autre part donc Système U avec un objectif aussi là d'aller vers de la livraison dernier kilomètre vertueuse. Donc ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre de Chronopost, mais là donc, voilà, avec Système U, l'idée c'est d'avoir de la livraison alimentaire sur le dernier kilomètre, pareil avec des formats de triporteurs ou de véhicules électriques légers. La crise a changé quelque chose à tout ça ou pas? Est-ce qu'il y a des enseignements à retirer de ce qu'on vient de vivre, de ce qu'on vit encore? Oui, enfin la crise, elle a eu des effets notamment sur l'approvisionnement alimentaire. Donc on a vu que la grande distribution a répondu présente, mais on voit encore qu'on a pas mal de travail à faire avec notamment les producteurs locaux pour faciliter finalement la mise en relation du produit qui est dans le champ. Ou dans les arbres avec les consommateurs sur la métropole de Montpellier. Merci. Alors on reviendra bien sûr vers vous. Illustration parfaite de cet écosystème d'acteurs qui travaillent ensemble avec vous, Laurent Gastineau. Donc comment alors vous répondez aux collectivités tout en gardant une rentabilité économique nécessaire? Alors nous aujourd'hui on a 1500 magasins, 300 magasins placés dans les villes. On a commencé en 2018 les premiers travaux, effectivement. Donc on a signé des chartes avec quelques agglomérations.
En l'occurrence, on a débuté par Nantes, ensuite on a fait Rennes et Paris, et là actuellement on est sur Nice. Alors effectivement, le travail est forcément en commun. Il y a les transporteurs d'une part, il y a le réseau avec les points de vente divers et variés, différentes enseignes, et après il y a les institutions. Donc effectivement, il faut arriver à amener tout le monde vers un but commun. Le véhicule, ça a été soulevé ce matin, hein, c'est effectivement 30 à 40 000 euros de plus à l'acquisition. Donc il faut forcément trouver des axes de levier, parce que ça peut avoir lieu aussi, mais la rentabilité doit être là. Pour équilibrer économiquement. Tout à fait. Okay. Donc ce qu'on a fait sur les collectivités, quand on a avancé sur Nice, on a fait la même chose, hein, c'est la même démarche sur Nantes et Rennes. On a demandé la possibilité d'avoir des plages d'ouverture en après-midi dès lors qu'on avait des véhicules au gaz. Donc sur Nantes c'est actif, sur Rennes c'est actif et sur Nice ça commence aussi. Avant on avait plutôt des plages de livraison de 6h à 11h30 qui amenaient une congestion des véhicules parce que tout le monde arrive dans la même plage, y compris les gens qui viennent embaucher en voiture. Que l'après-midi, si vous vous promenez en centre-ville, de 14h à 16h30, vous avez rien. Les piétons sont en train de travailler et les camions sont à l'atelier. Donc le premier levier, c'est de travailler sur la décongestion. Oui. En élargissant les plages horaires quand c'est justifié par un carburant alternatif. Ou biocarburant. Donc effectivement, La première chose, et celle-ci, on veut bien la mettre en avant et on la met en avant. Après, il y a l'optimisation. L'optimisation, effectivement, principalement dans la grande distribution, mais c'est beaucoup le cas. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Leroy Merlin. Un véhicule, nous on a 3 types de flux. On a du flux ambiant, du flux frais et du flux surgelé. Hier, pour livrer un magasin, on avait 3 camions qui passaient avec des schémas de distribution divers et variés. Donc là, en amont, pour les villes que je viens de citer, on a mis des plateformes de distribution urbaine qu'on alimente multiflux. Et après, on livre le véhicule que vous voyez, là, en l'occurrence, c'est du supragaz qui est capable de faire à l'avant du surgelé avec du -21. Donc, on y met à l'arrière avec une paroi, le +4 et l'alimentaire. Donc après, c'est l'optimisation. C'est impératif de bien la prendre en compte parce qu'elle nous aide aussi dans la partie économique, mais aussi dans la partie réduction, hein, quand on a des problématiques conducteurs et autres, parce qu'il y a ces choses-là aussi. Ça permet de travailler un petit peu différemment et d'approcher les villes sous un autre angle. Parce qu'effectivement, sur Paris, on a divisé par 2 le nombre de véhicules pour livrer le même volume. Donc décongestion, optimisation, c'est vraiment les 2 leviers activés en premier tout en trouvant des solutions alternatives. Tout à fait. Et le tout, on y reviendra en concertation avec tous les acteurs et en particulier les collectivités. Christophe Schmitt, donc vous êtes évidemment aussi très largement en centre urbain. Vous avez une flotte en propre et la moitié du business passe par la sous-traitance, c'est bien ça? Alors vous, comment vous abordez ces sujets-là en centre urbain? Comment ça se passe pour vous? Alors, en premier lieu, je dirais que la démarche environnementale dans le monde du transport, on l'a vu dans les différentes informations, est déjà assez ancienne. Nous, chez Epner, on a signé la charte éco-CO2 en septembre 2010. Donc, l'expérience qu'on a accumulée au fil des années sur ces sujets-là nous a permis aussi de limiter l'aspect contrainte environnementale face à la rentabilité. Aujourd'hui, on a trouvé souvent les leviers nécessaires pour arriver à faire les investissements nécessaires à une amélioration de la qualité environnementale de nos transports, tout en maintenant une rentabilité acceptable. Alors, on a en fait chez Epner, dans notre entreprise, on travaille, on n'est pas monolithique, on travaille pas en silo. On a un dispositif qui est énormément régionalisé et on va nous adapter notre mode de distribution, en règle générale, à la demande locale. Aux besoins locaux. Alors, par exemple. Alors, on a développé aujourd'hui, par exemple, vous prenez Strasbourg, qui a été une des premières villes avec lesquelles on a vraiment beaucoup travaillé, c'est aussi notre siège social, sur l'aspect distribution du centre urbain. Là, on a développé vraiment quelque chose de tout à fait spécifique, c'est le camion que vous voyez ici, d'ailleurs, hein, qui est un camion 100% électrique, et aujourd'hui, nous faisons 100% du centre-ville, en fait, de la ZFE de Strasbourg, en véhicule entièrement décarboné, et ceci depuis le début de l'installation de la ZFE, parce qu'on a vraiment réussi à travailler en collaboration très étroite avec la ville. La difficulté qu'on rencontre, c'est dans les entreprises de commission de transport, c'est qu'effectivement, on a une part importante de notre prestation qui est sous-traitée à des entreprises de taille intermédiaire ou de très petites entreprises qui, elles,
le plus souvent sont pas directement en contact avec des clients autres que des commissionnaires, n'ont pas de contact non plus direct avec des collectivités locales et territoriales, et donc sont honnêtement moins sensibilisés, faut quand même le dire, à la problématique de la décarbonisation. Et donc il y a un vrai travail éducatif, de pédagogie. Alors ce qu'on fait, et on organise régulièrement des réunions totalement dédiées à ce sujet avec nos sous-traitants. On les informe sur pourquoi les ZFE, de quoi ça découle, hein, de tous les aspects des contraintes de la Commission européenne, etc. C'est pas forcément des choses que tout le monde sait bien, et notamment pas quand on est une toute petite entreprise. Donc effectivement, on s'est fixé de vrais objectifs pour évoluer avec, on l'a dit ce matin, beaucoup de transporteurs, nous aussi, on va sans doute s'orienter plus vers le gaz que vers autre chose, parce que avant l'hydrogène, quoi. C'est l'énergie la plus facile aujourd'hui à mettre, enfin l'énergie propre la plus facile à mettre en œuvre. Un des travails consiste quand même aujourd'hui à embarquer tout le monde, y compris les collectivités territoriales, parce que le gaz c'est bien, mais on l'a dit, c'est aussi du gaz fossile, et donc il faut que la production de biogaz soit plus forte. Oui, c'est mieux que le diesel, mais de là à dire que c'est une énergie propre pour l'instant, c'est pas. Et puis surtout, il y a des gros déséquilibres. Ce qu'on voit quand on regarde la carte de France des stations d'avitaillement, c'est que c'est pas du tout la même chose entre le nord-est et le sud-est, hein, par exemple, hein, où vous avez à peu près pas de stations dans le sud-est et énormément de stations et quelque chose de déjà structuré, plutôt bien structuré dans le nord-est. Donc mais dans l'hypercentre et dernier kilomètre, c'est plutôt l'électrique. Alors l'hypercentre, l'électrique, oui. Maintenant, on voit apparaître depuis très peu des véhicules à fort tonnage en électrique. Donc je pense que l'électrique continuera à se développer. Mais ça va sans doute aussi être un mix, parce que il y a une réalité à prendre en compte, c'est que quand on demande à un transporteur de réduire son tonnage à 3,5 tonnes, ce qui se fait dans beaucoup de villes aujourd'hui, le nombre de véhicules qu'on va mettre en place pour répondre à cette demande, il est exponentiel par rapport à des nombres de véhicules en 12 tonnes. Donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment un travail de sensibilisation des élus à faire, parce qu'au départ, ça part d'une bonne idée, je vais réduire. Vous aviez un exemple très concret, c'est à Nice, on peut dire. Alors, vous les avez accompagnés pour pas prendre une décision qui aurait pu être contre-productive. Tout à fait. On a eu sur Nice des décisions qui ont été prises de limitation des tonnages à 16 tonnes. Et effectivement, on s'est retrouvé avec une véritable rupture de distribution sur une partie du centre-ville, où effectivement on a eu une médiation par la chambre de commerce, etc., pour arriver à régler assez rapidement le problème. Mais on voit bien que le dialogue est absolument nécessaire entre le monde du transport, les chargeurs bien sûr, et les collectivités locales et territoriales. Dialogue nécessaire, vous confirmez à Montpellier, pour éviter parfois des décisions qui peuvent être peut-être plus néfastes qu'autre chose. Oui, on a l'exemple, nous, en fait, d'une zone piétonne assez conséquente, un peu comme sur Strasbourg, sur Montpellier, avec une limitation à 7,5 tonnes qui pose un certain nombre de soucis aussi. Donc, ça a permis d'une certaine manière quand même de développer des livraisons dernier kilomètre vertueuses. Aujourd'hui, on a plusieurs acteurs, moi j'en connais 4 ou 5 déjà, mais qui font du véhicule électrique, du triporteur, donc ça a permis de développer ça. Par contre, à contrario, on a aussi des problèmes de massification et d'optimisation des chargements à cause de ce gabarit à 7,5 tonnes. Donc oui, continuons. Continuons à dialoguer. Laurent Gastineau, dans les leviers donc pour mettre en place cette logistique urbaine durable, on a évoqué le dialogue avec les collectivités, les horaires en fonction des modes de transport, ça vous en avez parlé, la fluidification. Est-ce que vous voyez d'autres leviers à activer? Peut-être justement faire partie de réseaux et de programmes vertueux? Alors oui, et donc quand on prend les programmes, effectivement, tout à l'heure, on aborde aussi le fait d'avoir des outils collectifs, ça c'est important. Nous, on vient d'ouvrir une plateforme sur le sud de Paris. Cette plateforme sur le sud de Paris n'est pas réservée que pour le groupe Système U-Log. Par défaut, on a ouvert chez un prestataire pour faire de la massification. Et ça, c'est un point effectivement important, parce que cette massification, c'est elle qui contribuera à un moment à l'image. Parce que quand nous parlons de pollution, dans nos magasins, de temps en temps, on fait des petits sondages, et quand on interpelle le client, c'est quoi la pollution pour vous? La première chose, c'est un gros camion qui passe dans la rue. La deuxième, c'est qu'il fait du bruit. Et en troisième recours, et pas toujours, il pollue.
Donc effectivement, la congestion reste un acte important, donc il faut impérativement mutualiser pour éviter de traverser les uns les autres Paris avec quelques pauses. Ça, c'est un point fort. Nous travaillons aussi sur le mixte au niveau des énergies. Les énergies, on a effectivement le GNL, alors on en a peu de véhicules. On a le GNC, qui intervient plus avec maintenant effectivement du bio, c'est là-dessus qu'on est parti. L'hydrogène, on en a parlé tout à l'heure, effectivement on le voit arriver, mais à mon goût je pense qu'il ne sera pas là avant 5 à 10 ans. Pourquoi ? Parce que quand on voit déjà le temps qu'il a fallu pour avoir quelques stations, ça vient d'être abordé tout à l'heure, 10 ans pour arriver sur le réseau actuel, effectivement ça a pris un petit peu de temps. Donc l'hydrogène, oui, à un moment, ça sera sur quelques stations positionnées à des points stratégiques, et seulement après on pourra dire qu'on a un réseau hydrogène. Donc il y aura un mixte dans les différentes énergies liées aussi aux usages. Vous m'aviez dit aussi en préparant cette table ronde qu'un guide serait le bienvenu pour avoir une approche assez, on va dire, homogène sur l'ensemble du territoire. Alors ça, si, c'est effectivement, c'est pas qu'un vœu. Depuis 2016, on a eu les premiers rendez-vous avec Nantes. Nantes, c'était tout début 2016, on veut des véhicules au gaz. Effectivement, la première chose, c'était des véhicules qui étaient petits. Donc on est arrivé à maintenir le 23 palettes, je pense que c'était un point important, en l'occurrence. On a eu ça, la même chose, la même question sur Paris. On n'a pas de réponse concrète, et Paris, on a des arrondissements qui nous demandent de venir avec des véhicules 12 tonnes, d'autres avec des hauteurs limites. Et donc, on est parti du principe qu'il nous faudrait un cadre et être accompagné à chaque fois qu'on veut démarrer avec une agglomération, parce que ces gens ont été informés par la Chambre des commerces, par des cabinets, par des consultants, et en gros, il y a autant de réglementations que de villes, si on veut les entendre, alors que pour moi, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, mais il faut effectivement la reprendre et guider. Donc on a besoin, soit par l'intermédiaire de l'ADEME ou d'une autre institution, d'arriver à accompagner ces villes vers un cadre, ce qui serait bien, et un guide qui répond aux différents usages. Alors vous allez avoir une réponse à deux voix. On va démarrer avec Christophe Schmitt pour TLF. Donc vous êtes président de TLF et vous travaillez justement un guide et voilà pour y voir plus clair pour les collectivités notamment. Alors je ne suis pas président de TLF. Non mais je vous ai monté en grade. Je suis président de la commission logistique urbaine de TLF, effectivement. Cette commission, on l'a créée fin 2017. Suite à la rédaction que j'avais faite d'un guide, justement d'un rapport sur la logistique urbaine, où je confirme que ce rapport faisait clairement ressortir qu'il y a autant de réglementations qu'il y a de villes en France, mais il y a aussi autant de logistique urbaine qu'il y a de produits quasiment. C'est-à-dire que la logistique, ça faut aussi d'avoir en tête, la logistique de la boisson pour les bars, c'est pas la même que la logistique du fromage, qui n'est pas la même que la logistique des colis pour les magasins de vêtements, etc., etc. Et donc ça aussi, ça multiplie énormément le nombre d'acteurs qui rentrent en ligne de compte, etc., et le travail sur la mutualisation. Alors face à tout ça, c'est vrai que pour un élu qui n'est pas un spécialiste de la logistique en général, etc., on arrive vite à des solutions qui peuvent être un peu caricaturales ou parfois même radicales dans les villes, où d'autres laissent les choses faire, etc. C'est un vrai problème pour la profession. L'ensemble des professionnels qui font partie de la commission logistique urbaine disent que la vraie problématique, c'est qu'est-ce que j'achète comme matériel, comme dans chaque ville, comment j'organise mon investissement, etc. Et donc, on est assez rapidement arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on travaille sur un guide dédié à cela et orienté vers les élus. Alors là, je le dis officiellement, ce guide, il va sortir là pour le salon des maires. Il sortira et il sera distribué à l'ensemble des élus et des décideurs des grandes métropoles françaises. Et l'idée étant de proposer un certain nombre de solutions et surtout d'ouvrir le dialogue. La première chose qu'on doit faire, c'est ouvrir le dialogue. De sensibiliser, etc. Et d'arriver à travailler ensemble. On a des exemples tout bêtes des fois sur des installations urbaines. Vous avez une magnifique voie piétonne qui s'installe, etc. Et puis cette voie piétonne, on y met un magnifique pavage à l'ancienne. Oui, c'est très joli. Sauf que pour livrer des palettes ou des colis sur ce type de revêtement, c'est juste extrêmement bruyant, presque impossible. Ça fait perdre beaucoup de temps, etc. Et donc c'est un exemple très concret.
il faut négocier, d'avoir des bandes passantes, des choses comme ça. Donc il y a des villes avec lesquelles ça fonctionne très bien. J'ai participé moi-même à des négociations avec certaines localités où on a pu parler de tout ça, mais d'autres où effectivement ça ne fonctionne pas. Et donc ce guide, il est un peu destiné à ça. Et c'est pour bientôt. Ok. Donc ce qu'on a en 2 mots aussi mis en œuvre avec TLF et les organisations professionnelles, c'est on a travaillé aussi sur un nouveau site internet qui lui vient d'être annoncé, qui s'appelle Terre TLF. Terre TLF, c'est un site qui est destiné notamment aux TPE, aux PME du transport, pour les aider à choisir les bonnes orientations dans la transition énergétique. Il y a dans ce guide tous les aspects réglementaires, tous les aspects achats de matériel. D'ailleurs, c'est un module qu'on a développé avec l'ADEME, et c'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant pour nos sous-traitants de pouvoir avoir ce type d'outils. Et France Logistique, voilà. Alors, juste un mot. Juste un mot sur France Logistique. On l'a dit qu'il fallait fédérer. Dans le transport, nous avons plusieurs organisations patronales et professionnelles, et donc on les a vues, hein, on les voit toutes. Donc à un moment donné, il faut aussi arriver à parler d'une voix par rapport aux collectivités locales et territoriales. C'est un peu la mission de France Logistique, qui est de reprendre un peu les doléances de l'ensemble de la profession pour aller les porter d'une voix vers les collectivités locales territoriales et plus généralement les élus. Merci beaucoup. Donc là, on voit vraiment destination des élus. Jean-André Lasserre, vous avez une mission encore plus large de fédérer l'ensemble des acteurs de l'ensemble du transport. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Interlude, les missions d'Interlude et votre objectif là dans les semaines à venir? Fédérer, je ne sais pas, mais en tous les cas, apporter notre concours. Alors, Interlude, en toutes lettres, ça veut dire innovation territoriale et logistique urbaine durable. Et donc l'objectif de ce programme, qui est très complémentaire de celui de Ève, et je remercie d'ailleurs les organisateurs de nous avoir invités pour présenter ce programme, eh bien l'objectif est très simple. Il s'agit d'inciter les métropoles, les communautés d'agglomération à se lancer dans l'élaboration de chartes d'engagement volontaire favorables à la logistique urbaine. Parce que pour qu'il y ait du dialogue, il faut qu'il y ait un lieu, il faut qu'il y ait une démarche, il faut qu'il y ait une méthode, quelque chose de suffisamment formalisé pour pouvoir ensuite organiser le dialogue avec les représentants des entreprises et les acteurs économiques eux-mêmes. Et tel est le but d'Interlude. Interlude, c'est aller rencontrer ces 257 métropoles et communautés d'agglomération. Oui, c'est pas que les métropoles, hein, c'est important de le préciser. 257, on est sur des villes, sur des communautés d'agglomération qui démarrent à 50 000 habitants. 50 000. Hein, donc on couvre toute l'armature urbaine du territoire. Allez les rencontrer. Donc ça, c'est le rôle du CEREMA, qui fait partie de ce consortium, pour les inciter à s'y lancer, pour leur présenter la démarche, puisqu'il existe un cadre des logistiques urbaines qui a été élaboré en 2017 et qui est ce cadre-là que nous allons mettre en avant. Et puis, pour ce qui est de la CJ et de Logistique Low Carbone, qui est un des autres partenaires, aller à la rencontre des acteurs économiques pour recueillir leurs problèmes, leurs besoins et essayer d'organiser, d'orchestrer ce dialogue dès lors que tout le monde est d'accord pour s'avancer dans cette direction, puisque l'un des principes, l'un des piliers de cette démarche, c'est qu'il n'y a pas de politique logistique urbaine digne de ce nom sans implication des acteurs économiques et de leurs représentants. Donc au total, Interlude, c'est un consortium, un programme qui s'inscrit dans ceux financés par les certificats d'économie d'énergie, très complémentaire de Ève, avec comme partenaire ADEME, d'ailleurs c'est Yann qui préside le comité de pilotage, donc on doit faire très attention. On y retrouve également un cabinet, donc Roseau, qui participe également à la mise en œuvre, et puis la CGI, et le Logistique Carbone, qui est une filiale de la CGI, et le CEREMA. Donc voilà une sorte de mariage entre acteurs publics et puis opérateurs privés. Et ce qui est important, c'est que lorsque nous allons aller à la rencontre des acteurs économiques et de leurs représentants, c'est tout secteur d'activité confondu, toutes celles et tous ceux qui interviennent à un moment donné dans le terrain transport. De la logistique. Et alors, quelles sont les actions prioritaires? Vers quoi vous les emmenez très concrètement, vous les accompagnez? Alors, nous avons tout d'abord à obtenir la signature de 50 chartes d'ici décembre 2022. 50 chartes, 15 métropoles, 25 communautés d'agglomération moyennes et puis 10 communautés d'agglomération qualifiées de petites, c'est-à-dire
inférieur à 100 000 habitants. C'est déjà un premier objectif important. Et pour y parvenir, eh bien, il faudra déjà aller à la rencontre de tous les autres pour voir quelles sont ces communautés d'agglomération qui veulent bien se lancer dans l'aventure. Et quand elles voudront se lancer dans l'aventure, il y aura tout un accompagnement sous la forme de groupes de travail, sous la forme d'ateliers, un accompagnement également d'un point de vue économique quand il s'agira de commencer à s'approprier cette démarche. Et puis derrière, il y a des outils complémentaires qui vont être développés, une plateforme qui va consister à capitaliser toutes les bonnes pratiques. Nous allons reprendre la plateforme pour la partie fret qui a été développée par France Mobilité, mais que nous allons contribuer à enrichir, comme je pense qu'on pourra contribuer à enrichir ce guide qui a été développé en 2017, porté par l'ADEME, le CEREMA, et je crois que beaucoup d'organisations professionnels ici présentes y étaient également partie prenante, qu'on retrouve d'ailleurs dans France Logistique, et puis des outils, des applicatifs en fonction des besoins qui auront émergé, qu'on aura fait émerger dans tous ces territoires urbains, notamment une cartographie, c'est un exemple, parce qu'il y en a 3 ou 4 qui sont prévus, une cartographie des arrêtés de circulation, c'est un exemple, qui pourront être également utilisables sur mobile, et puis tout un volet sur la compétence, la formation. Pour reprendre ce qu'a dit mon collègue, c'est extrêmement important, compétence des élus, des techniciens, c'est ce que fera le CEREMA, en mettant en place des outils de formation à leur destination, pour les aider à s'inscrire dans ce cadre, pour les aider à se lancer dans ce genre de démarche, et pour les aider à maîtriser la méthode, qui, je le répète, repose sur un partenariat avec les acteurs économiques et leurs représentants, et puis des outils de formation à destination des entreprises, là encore, pour les faciliter à s'inscrire dans la démarche. Non pas des outils de formation qui viennent se rajouter à l'existant, mais spécifiquement dédiés à ce type d'approche, à ce type de mise en œuvre d'un guide qui permet de bâtir un plan d'action intelligent. Bien évidemment, ça ne permettra pas forcément d'obtenir toujours de bonnes réponses, cela dépendra du rapport de force, et de la capacité à s'entendre, à s'écouter, mais je pense qu'un dialogue qui est organisé, formalisé, qui s'inscrit dans un cadre, permet de l'inscrire dans la durée, et c'est comme ça que les échanges peuvent devenir très positifs. Merci Emmanuel Raoult. Alors des guides, des dialogues, interludes, que pensez-vous de toutes ces initiatives pour vous, collectivités? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis des transporteurs aussi? Là-dessus, nous, on partage ce point de vue-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet de dialoguer et puis aussi de donner un cadre national. Je crois que c'est ce qui a aussi attendu chez les professionnels. Là-dessus, nous, on a quand même travaillé déjà sur des éléments de charte sur la logistique. Je dirais qu'on est preneur, et puis ça va aussi nous aider dans le travail qu'on va commencer à mener sur la zone à faible émission, puisque Montpellier fait partie des métropoles concernées pour les zones à faible émission. Et là, notre objectif à nous, c'est d'une part, dans le cadre de la campagne municipale, c'était la sortie des poids lourds diesel sur la métropole, mais c'est aussi, donc ça c'est l'objectif politique, mais c'est aussi d'autre part donner de la visibilité pour les professionnels pour qu'on puisse aller vers ça. Voilà, c'est l'objectif, et en même temps trouver les moyens de le faire et donner de la visibilité auprès des professionnels. Ouais, donner de la visibilité, Christophe Schmitt, justement, c'est important pour embarquer, vous en avez parlé, hein, les prestataires, les toutes petites entreprises, pour qu'elles s'engagent avec le développement des zones à faible émission. Donc beaucoup de pédagogie. Quels sont les autres leviers pour les motiver à s'engager? Je crois qu'il y a tout simplement d'abord les inciter à comprendre quels sont les moyens, les technologies qui peuvent leur permettre de passer à des solutions décarbonées ou moins carbonées. Alors je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend beaucoup des territoires, des zones, etc. Ces petites entreprises, le coût par exemple d'un achat véhicule est très important. Et donc il y a sans doute aussi un aspect, au moins pour les plus petites, aide financière qui, à mon avis, pourrait aider à porter des choses. Et puis il y a l'aspect station d'avitaillement. On en parlait tout à l'heure, faire 50 km ou 100 km aller-retour pour aller avitailler un camion en hydrogène. Alors bon, l'hydrogène c'est pas pour tout de suite pour les TPE à mon avis, mais en gaz tout simplement. C'est juste impossible. Et donc c'est des freins énormes. L'électricité
est une solution à condition qu'on reste sur des tournées de relatives petites distances. Mais aujourd'hui, oui, ces aspects-là sont à prendre en compte, et surtout, ils sont vraiment à adapter au plus près des entreprises dans leur territoire. Parce que on a beau faire comme on veut, la problématique d'une TPE, PME de Paris n'est absolument pas la même qu'à Montpellier, pour plein de raisons, et notamment pour le fait qu'on fait pas les kilomètres de la même manière, qu'on n'a pas le même foisonnement, donc le même nombre de pauses à distribuer, etc. Donc tout ça est vraiment spécifique à chaque région, et on revient toujours, ça c'est une boucle, à cet aspect, comment on fait pour mieux dialoguer tous ensemble, région par région. En fait, c'est vraiment la vraie problématique, c'est d'embarquer tout l'écosystème, et dans l'écosystème, il y a bien sûr nous, les transporteurs, les commissionnaires, il y a les chargeurs, il y a les collectivités locales et territoriales, mais il y a aussi les producteurs d'énergie. Il faut vraiment prendre cet écosystème dans sa valeur la plus large possible et essayer de travailler avec ça. Merci, on arrive à la conclusion de cette table ronde. Voilà les leviers à activer en priorité. Laurent Gastineau, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur l'urgence ou les leviers prioritaires pour un transport durable en milieu urbain ? Alors, on vient de parler à l'instant, effectivement, des stations. On l'a relevé. Les stations, effectivement, pour avoir la possibilité à tous les transporteurs d'avoir un accès. Au début, le gaz est arrivé avec beaucoup de stations privées. Donc, une personne installe une station chez lui avec des badges limités. Nous, au proche des bases Système U, on vient avec des gaziers, 3 en l'occurrence, de valider. Fontenay-le-Comte la semaine dernière, Beuzeville cette semaine, Ploufragan en Bretagne dans 2 mois, et Montpellier une prochaine en juin 2021. Et on se dit que sur ces stations, il faut effectivement que tout le monde puisse y aller. Donc on a milité pour avoir GR ou DKV, que tous les transporteurs ont, avec des formats différents qui permettent aussi de faire le GPL et pourront accueillir l'hydrogène à terme. Ces stations, il faut effectivement qu'elles soient accessibles pour chacun, proches de la ville, effectivement, pour éviter les contournements. Et c'est ce qu'on a mis en avant, et c'est là-dessus qu'on continue de pousser à chaque fois qu'on voit qu'il n'y a pas la solution. Donc c'est forcément s'entendre avec quelques transporteurs aussi locaux, parce qu'une station, pour qu'elle ouvre, il faut au minimum 25 véhicules en engagement. Nous seuls, on s'engage à une dizaine, donc après il faut trouver les transporteurs à côté qui viennent faire l'additionnel. Donc ça, c'est un point important. Il y a déjà 5 stations qui vont ouvrir dans les 6 mois, et ce collectif, évidemment, pour répondre aussi demain à des petits transporteurs, parce qu'il y avait cette problématique aussi pour l'accompagnement. Tout à fait. Emmanuel Raoult, oui. Oui, je rebondis là sur ces stations-là parce que c'est vraiment un bon exemple du fait qu'il faut qu'on travaille main dans la main, puisqu'en fait, nous, on se retrouve sur Montpellier, donc avec Système U qui va ouvrir une station. Nous, par ailleurs, dans le cadre de l'alimentation des bennes à ordures ménagères, on va donner suffisamment de volume aussi pour ouvrir une station. C'est le cas aujourd'hui des bus TAM qui ont permis de créer une station mixte TAM, mais aussi grand public. Donc ça, c'est clair, c'est un exemple assez intéressant. Et puis nous, ce qu'on souhaite aussi développer, c'est l'hydrogène. La région Occitanie s'engage là-dessus, et la métropole de Montpellier également, avec l'ADEME, dans le cadre donc des commandes de bus à hydrogène. Donc les premières livraisons arriveront dans 2 ans. Et avec une trentaine de bus d'ici 2025. Donc là, pour le coup, c'est la commande publique qui va certainement booster l'hydrogène aussi. Voilà, là on lance ça, et d'ailleurs ça peut être l'occasion aussi de travailler sur cet aspect innovant avec les transporteurs, puisqu'il y aura une station hydrogène pour alimenter les bus à minima. Merci. Un dernier mot, Christophe Mitt ou Jean-André Lasserre, pour conclure. Je voudrais simplement dire donc nous allons travailler sur du sur-mesure territorial dans un cadre, nous espérons, de plus en plus convergent. Et en tous les cas, pour y parvenir, nous aurons des chargés de mission qui vont aller sur le terrain, mais nous aurons besoin de votre concours dans chacune de ces villes, de ces territoires urbains, pour arriver à construire ce projet qui consiste à tout simplement qu'il y ait des chartes logistiques urbaines dans chacun des grands ou des principaux territoires urbains qui permettent d'organiser ce dialogue central avec les acteurs économiques et leurs représentants. Oui, j'ajouterais qu'effectivement, nous, les professionnels, représentés par nos organisations professionnelles, on est présents partout en France pour travailler avec les collectivités territoriales, mais aussi des chargeurs. Il y a une très forte demande des chargeurs actuellement sur ces problématiques-là, et on est vraiment là pour constituer des groupes de travail et avoir des choses concrètes se développer.
Eh ben merci beaucoup, merci tous les quatre pour avoir participé à cette table ronde. Et écoutez, un grand bravo à vous. Voilà, et belle vie à Interlude, au guide TLF et à tous vos projets à Montpellier.